Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, 10h-11h, Natacha Harry. Bonjour à tous et bienvenue dans Vos Animaux. Merci de votre fidélité. Alors au programme aujourd'hui, il sera question des journées portes ouvertes de la SPA. Et oui, c'est ce week-end. Alors si vous souhaitez adopter un chien ou un chat, il y en a des milliers, voire presque des millions qui vous attendent dans l'ensemble des refuges de France. On va vous donner des conseils en compagnie de deux expertes du comportement. L'une du chien, Catherine Collignon, que vous connaissez bien dans cette émission. Et puis l'une du chat, Joanne Lagari, qui est éducatrice. Comment réussir l'adoption d'un chien ou d'un chat? Ce sera la première partie de cette émission. Et dans la deuxième partie, qui va être exclusivement consacrée à la faune sauvage, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui une invitée exceptionnelle, on peut le dire. Elle est vétérinaire, docteur vétérinaire. Elle s'intéresse aux chimpanzés. Elle va nous expliquer en quoi ces animaux sont fascinants, en quoi ils ont de multiples talents. Et puis on parlera bien sûr de leur préservation. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, je porte un très joli t-shirt. Je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il s'agit, mais c'est en lien avec les chimpanzés. Allez, 0826 300 300, vous le savez, nous sommes sur Sud Radio et vous avez la parole dans cette émission. À tout de suite. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux et vous. Et ce matin, dans Vos Animaux et vous, nous allons parler de ces animaux de refuge qui n'attendent qu'une seule chose, c'est une famille d'adoption. On va essayer de vous donner des conseils pratiques pour réussir votre adoption. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui deux invités. Catherine Collignon. Bonjour Catherine. Bonjour à tous, bonjour Natacha. Merci Catherine d'être avec nous sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes spécialiste de comportement du chien et vous allez nous expliquer toutes les spécificités lorsque l'on adopte un chien de refuge. Oui. Et puis nous sommes également avec Joanna Lagarigue. Bonjour Joanna. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Natacha. Merci Joanna également d'être avec nous. Vous êtes éducatrice, vous faites partie de ce réseau français venu du Québec, des éducateurs, avec Sandy Descorcia que l'on connaît bien dans cette émission. Merci à vous d'être également avec nous pour nous éclairer justement sur les bons réflexes à avoir pour l'adoption d'un chat. Alors d'abord, peut-être qu'on va commencer avec vous Joanna, puisque le chat est l'animal préféré des Français. Adopter un chat de refuge, c'est bien sûr une démarche qui est louable, mais quelles sont selon vous les bonnes questions à se poser avant de se rendre en refuge et avant surtout de franchir le pas? Bien, disons que la première chose à avoir bien en tête, c'est que souvent on va aller craquer sur un chat sur son apparence physique. C'est principalement sur ces critères que de toute façon a été sélectionné le chat. Et donc c'est vrai qu'on se dit je vais avoir un chat à poil long, je vais avoir un chat de telle couleur, et on va un petit peu faire son choix d'abord sur ce critère-là. Et c'est un petit peu dangereux dans le sens où ce qui est le plus important, c'est le tempérament du chat. Dans le sens où les chats ont plusieurs tempéraments, ce sont des individus. Le tempérament n'a rien à voir avec la race ou la couleur. Ça, ce sont des idées reçues. Et en fait, l'important, c'est si par exemple on va avoir un chat actif, eh bien s'orienter sur un chat plutôt téméraire, explorateur. Si on a une vie un petit peu tranquille, il vaut peut-être mieux prendre un chat calme, se poser la question si on veut un chat vraiment câlin, poser la question au personnel de refuge qui vont pouvoir vraiment orienter le choix sur le chat qui va vraiment bien s'adapter à sa famille. Oui, parce qu'il faut quand même préciser à nos auditeurs de Sud Radio que les animaux, que ce soit les chiens ou les chats qui arrivent en refuge, souvent ils passent quand même un certain temps, parfois plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour certains d'entre eux. Donc ça veut dire que le personnel qui s'en occupe, les bénévoles, les salariés des refuges ont l'occasion et prennent le temps nécessaire pour faire connaissance avec ces animaux afin de mieux les connaître pour pouvoir orienter au mieux les adoptants. Et vous le disiez, il faut bien sûr craquer sur un physique, sur une bouille sympathique qui nous attire, mais pas uniquement, il faut avant tout s'intéresser au tempérament. J'imagine, Catherine Collignon, que vous allez nous faire un petit peu les mêmes remarques concernant les chiens. Oui, bien sûr, c'est absolument la même chose. C'est se poser en amont les bonnes questions au niveau de ce qu'on veut, surtout au niveau activité et la disponibilité qu'on aura après à consacrer aux chiens. Ensuite, peut-être se rendre compte que tous les chiens de refuge n'ont pas eu une vie
Certains sont traumatisés d'être au refuge parce qu'ils avaient une belle vie avant et se retrouvent en refuge, que la vie a fait qu'ils se retrouvent en refuge. D'autres ont une vie un peu de maltraitance, donc ils sont très bien au refuge parce qu'ils retrouvent un havre de paix par rapport à ce qu'ils ont vécu. Donc il faut aussi prendre en considération un peu le passif du chien et d'où il vient quand on arrive en tout cas au refuge pour choisir le chien. Et là où je rejoins Johanna, c'est que souvent on craque sur un critère physique. Et avec les chiens, les gens craquent aussi sur le regard que le chien a lancé. Évidemment. Ah, on vous a perdu, Catherine, mais on va vous retrouver, on va essayer de vous retrouver, je l'espère, d'ici quelques instants. Mais on a compris effectivement cette idée importante de coup de cœur vis-à-vis de l'animal et ce moment de la première rencontre. Mais il ne faut pas se laisser emporter par justement un coup de cœur qui n'irait pas au-delà de cela. Johanna, si on revient à nos amis les chats, on sait qu'en refuge, il y a tout type de chats à adopter. Il y a bien sûr de très jeunes chats, parfois des chatons. Et puis, il y a aussi les chats âgés. Peut-être que finalement, l'âge de l'animal correspond à un type de public bien particulier. Bien, je ne sais pas si ça correspond à un public particulier. C'est plus, encore une fois, alors déjà la démarche d'adoption. C'est vrai qu'il y a des gens qui souhaitent vraiment avoir un chaton, ce que je peux comprendre. C'est trop mignon, les chatons. Mais c'est pas simple tous les jours non plus. Exactement. C'est là où j'allais revenir. C'est-à-dire que quand on veut un chaton, effectivement, il faut avoir bien conscience qu'il va falloir faire un petit peu son éducation, que les chatons sont néophiles, donc toute la nouveauté les intéresse. Donc du coup, il va quand même y avoir une grosse éducation à faire derrière. Quand on choisit un chat adulte, j'en reviens à mon histoire de tempérament, mais effectivement, généralement, ce sont des chats quand même un peu plus calmes, et on a le tempérament qui est déjà fixé. C'est un chaton, on peut avoir un chaton comme ça qui est un peu timide au départ, et puis finalement qui va devenir un super explorateur très très actif. Une fois qu'il va être en confiance dans sa nouvelle maison, il va se révéler sous son vrai visage. Exactement, sachant qu'en plus, quand on voit un chat en refuge, il n'aura pas forcément son tempérament, ce ne sera pas forcément idéal d'évaluer son tempérament dans le contexte du refuge, parce que le contexte du refuge peut être stressant pour un chat. Donc, parfois, on va le voir dans le refuge, il va être complètement en tapis, très très craintif au fond de sa cage, et puis à la maison, c'est beaucoup moins stressant, c'est beaucoup plus cool, et du coup, le tempérament du chat se révèle. C'est vrai que les chats adultes, généralement, au-delà du fait que les bénévoles connaissent le tempérament du chat, parce qu'effectivement, ils l'ont côtoyé pendant un certain temps, souvent ils ont leur histoire quand même aussi, quand ils ont été abandonnés par certaines personnes. Donc, on a quand même beaucoup plus de données vraiment sur le caractère, et effectivement, bien sûr qu'on fait encore plus une bonne action parce que c'est les chats adultes qui sont moins adoptés que les chatons. Évidemment. On va donner la parole à une première auditrice. C'est Sandrine qui est avec nous. Bonjour Sandrine. Bonjour Natacha. Merci beaucoup de votre appel sur l'antenne de Sud Radio. Sandrine, vous avez déjà adopté un animal en refuge ? Oui, j'ai adopté il y a 2 ans une petite chienne. D'accord. Et alors, comment ça s'est passé ? Racontez-nous. Alors, ce n'était pas prévu du tout. J'ai amené des couvertures pour les animaux, comme je fais régulièrement, comme j'ai un pressing. Quand j'ai des dépôts qui restent plus longtemps d'1 an, ça part à la SPA. Voilà, les draps, les couvertures. D'accord. Et un samedi, j'ai amené tout ça et venait de rentrer juste dans la nuit une petite chienne. Un coup de cœur réciproque avec cette petite chienne. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé au moment où vous vous êtes rencontrés ? Elle m'a fait la fête comme si elle me connaissait. Et la dame du refuge me dit « Est-ce que vous connaissez cette petite chienne ?» Alors je lui dis « Non, je ne la connais pas. » Parce qu'on l'a rentrée cette nuit pour maltraitance. Elle a été enlevée à ses propriétaires. D'accord. Et depuis, elle était prostrée dans un coin, elle ne bougeait plus. Et quand elle m'a vue, elle m'a fait la fête. D'accord. Ça, je ne le savais pas en amont. Voilà. Et moi, je cherchais un chien, mais je n'étais pas pressée, en fait. Je voulais un petit chien, mais je n'étais pas pressée. Bon, et puis, c'est l'occasion alors. Voilà, mais par contre très bien parce que comme c'était pas prévu, la dame du refuge m'a dit réfléchissez, prenez la semaine, je vous la mets de côté, mais réfléchissez, prenez le temps. Et puis revenez la voir. Donc c'est ce que j'ai fait dans la semaine. Oui, vous avez compris pourquoi on vous a laissé ce temps qui a semblé nécessaire aux personnes du refuge. Alors tout à fait. Je pense que déjà il y avait des examens de santé à pratiquer sur cette petite chienne qui venait de rentrer. Et puis pour vraiment être sûr de son choix, on n'adopte pas un animal comme un coup de cœur et puis après on s'en lasse. C'est vraiment quelque chose qu'il faut poser. Et puis je suis venue la voir 3 jours après. Elle m'a fait la fête pareil.
Et puis donc j'ai pu donner ma réponse, j'ai dit que je la prenais, donc je l'ai récupérée 4 jours suivants, après, au bout d'une semaine. Nous avons fait connaissance avec cette petite chienne à la maison, elle a été adorable de suite, elle a 6 ans. D'accord. Adorable, tant et si bien que elle me suit partout, j'ai un commerce, donc elle est avec moi au magasin. Elle est avec moi tout le temps en fait. Le refuge m'a téléphoné au bout d'un mois pour savoir comment ça se passait, si ça se passait bien, et puis j'ai validé bien sûr, et ça se passe très très bien, c'est un membre à part entière de la famille, voilà. Donc on peut dire que vous êtes le parfait exemple d'une adoption réussie. Ah oui, là oui, c'est ma petite chienne. Alors c'est marrant parce que voilà, on était faites pour être ensemble, parce que dans mes pensées, je me disais, j'ai un commerce, j'aimerais bien avoir un petit chien, mais je voudrais pas avoir à faire l'éducation, parce que j'ai des clients qui rentrent, faut pas qu'elle aboie ou qu'il aboie, qu'il soit propre. Donc c'était vraiment, je voulais un chien, mais j'étais vraiment très mitigée. Et puis quand je l'ai eu, tout est ok, elle aboie pas après les clients, elle les accueille, elle est adorable, elle est vraiment adorable. Eh bien, merci beaucoup Sandrine pour ce très très joli témoignage. Merci. Merci à vous. Et puis une caresse à cette jolie petite chienne qui, on l'a compris, enchante votre vie depuis 2 ans maintenant. On va donner la parole à Catherine Collignon. Catherine, on voit que l'exemple de Sandrine est l'exemple parfait, l'exemple de l'adoption où tout se passe bien. C'est pas toujours le cas quand même. Ce n'est pas toujours aussi facile, aussi évident. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place à l'arrivée du chien pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible ? Alors, je vais juste revenir juste avant par rapport à avant d'adopter. Juste avant, je pense que l'exemple et c'est justement ce que je voulais dire, c'est que quand on craque pour un chien, si on en a la possibilité, même si c'est sur un week-end, de venir plusieurs fois pendant le week-end ou dans la semaine pour sortir le chien, que le chien fasse connaissance avec les gens et que les personnes puissent faire connaissance avec le chien, aller le promener, lui donner des friandises. Comme ça va préparer aussi le moment où on va venir chercher le chien et l'amener à la maison. Parce que les gens ne seront plus tout à fait des étrangers pour le chien. Donc ça, c'est la première chose. Donc le chien a le temps de s'habituer et avoir des associations positives par rapport aux personnes qui vont l'emmener dans la voiture, puis l'emmener dans la maison. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, même avec la meilleure volonté du monde et les meilleures intentions, nous ne sommes que des étrangers pour le chien. Donc, suivant son passif et comment il voit les humains, il peut avoir un peu du mal à s'adapter ou craindre certaines interactions. Donc, quand on ramène le chien dans la maison, il va passer par la case voiture qui est souvent très anxiogène pour les chiens de refuge. Ils ont du mal à monter dans la voiture, ils se demandent ce qui va se passer, etc. Donc, il faut être le mieux, c'est de venir à 2 ou 3 personnes pour qu'une personne puisse sécuriser le chien sur la banquette arrière ou lui offrir sécuriser, un lieu. Ça veut dire quoi concrètement? C'est le caresser, lui parler? Le caresser, l'apaiser, qu'il soit à côté de nous et qu'il se sente... De toute façon, c'est dangereux de mettre le chien dans le coffre, par exemple, ou dangereux de mettre le chien sur la banquette arrière et qu'on soit seul à conduire. Donc, le mieux, c'est d'être accompagné. Ça, c'est la première chose, faire une balade au chien avant de le mettre dans la voiture. Ça peut être la deuxième chose, que si le chien a une mauvaise expérience en sortant du refuge, il va garder ça en tête. Et comme on ne connaît pas toujours le passé des chiens, vaut mieux prévenir et commencer avec des bonnes associations. Quand on arrive à la maison, il faut laisser à peu près 15 jours au chien, à peu près 15 jours à 3 semaines, pour faire connaissance avec son nouvel environnement et faire connaissance avec les personnes qui vont interagir avec lui. Donc, il faut, pendant ces 15 jours, 3 semaines, éviter de lui faire vivre des situations choquantes, comme l'emmener chez le vétérinaire, parce qu'on a peur qu'il soit malade, ou l'emmener directement chez le toiletteur, où ça peut être très anxiogène pour les chiens. Donc, ça n'empêche pas qu'on peut le brosser, etc. Mais faire en sorte que ces 3 premières semaines soient plutôt bénéfiques, que le chien se dise, je suis trop content d'être ici, en fait, c'est assez sympathique ce lieu et les gens sont sympathiques avec moi. Voilà, parce que, alors, bien évidemment, ça va dépendre du chien. Il y a des chiens qui vont être sur la réserve, d'autres qui ont besoin d'être rassurés, d'autres qui ont besoin de vivre des choses agréables. Ça va dépendre du passif. Mais en gros, ça serait intéressant de se laisser 15 jours à 3 semaines, faire en sorte que ça soit agréable pour le chien, lui préparer sa venue. Mais j'insisterai, parce qu'on va penser au confort du chien, on va penser à la bonne nourriture pour le chien, on va penser à aller le promener avec des accessoires d'éducation
qui sont agréables pour le chien, qui ne sont pas douloureux ou stressants. Éviter le stress, ne pas faire de l'autorité sur le chien alors qu'il vient d'arriver dans la maison, parce qu'il va penser que les gens lui veulent du mal. Puis il a peut-être un passif, il a peut-être vécu ça aussi dans son passé. Éviter de lui dire des noms à répétition, fais pas ci, fais pas ça. Plutôt organiser l'environnement pour qu'on ait moins possible à gérer le chien et le plus possible pouvoir lui donner des choses agréable, sympathique, mais quand je dis agréable, c'est pas spécialement des friandises. C'est aller le promener, prendre son temps avec lui. Du réconfort, en fait, tout simplement. Du réconfort. La plupart des chiens ont besoin d'être rassurés, en fait. D'accord. Et une fois qu'ils comprennent qu'on va être sympa et qu'on est là pour être amis, il faut que les gens retiennent que le chien, même si les personnes ont des bonnes intentions, le chien n'est pas au courant de ses bonnes intentions et le chien n'est pas au courant que les gens qui arrivent ne sont que des étrangers pour lui. D'accord ? On va donner la parole à une deuxième auditrice. Bonjour Cindy. Bonjour. Merci d'être avec nous Cindy. Vous étiez un petit peu loin de votre téléphone, mais ça va aller mieux là, je crois. Oui. Cindy, vous avez vous-même adopté un animal dans un refuge ? Oui. Racontez-nous. Alors du coup, avec mon en tant qu'adoptant à la SPA. Oui. Et on sait qu'on a eu 2 refus, on va dire, pour le type de chien qu'on voulait, parce que ça. Alors, on vous a pas très bien entendu, Cindy. J'ai cru comprendre que vous aviez eu 2 refus, c'est bien ça ? Oui. C'est juste que du coup, c'était pas adapté avec notre fille qui a 3 ans et demi. Vous vouliez quoi comme chien à la base ? Typé American Staff. D'accord. Un croisé dog, un genre comme ça. Et du coup, on a regardé sur Seconde Chance et on a trouvé une association, Flycat, où il y avait un chien qui correspondait. Et du coup, on les a rencontrés et c'était adapté en fond, tout ça. Il n'y avait pas de... On va dire qu'il n'y avait pas... il n'y avait rien qui comptait, on va dire. D'accord, parce que les premières fois, on vous a dit non, comme vous avez une enfant en bas âge, on va éviter peut-être de vous donner ce type de chien. Voilà, ils avaient peur, donc on comprenait, parce que voilà, c'est pas évident quand on arrive comme ça. On se présente, mais eux ne nous connaissent pas, donc eux, ils savent, voilà, les chiens, comment ils réagissent, tout ça. Donc, selon, voilà. Après, on a trouvé par notre association les chiens. Bon, et tout se passe bien alors maintenant ? Oui, tout va bien. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, Cindy, pour votre témoignage. Passez un excellent week-end, Cindy. Johanna, on va revenir avec vous pour parler des chats. On a bien compris avec Catherine Collignon et tous ses conseils pratiques comment on pouvait faire en sorte que les premiers moments que passe le chien à la maison soient des moments plaisants pour lui. Est-ce qu'avec les chats, il y a des précautions également un petit peu particulières à prendre pour les premiers temps ? Alors l'idéal quand même, c'est déjà de préparer l'arrivée du chat, dans le sens où on va quand même faire un petit tour à l'animalerie ou n'importe où pour acheter finalement le nécessaire. Donc bien entendu, il faut une litière. L'idéal, c'est d'avoir 2 bacs à litière pour un seul chat. Donc litière, hauteur. La hauteur est extrêmement importante pour le chat. Il a besoin de grimper. C'est un besoin naturel. Donc, si on veut surtout éviter que le chat grimpe sur le plan de travail, grimpe sur la table, l'idéal, c'est de lui proposer des bonnes hauteurs. Donc, ça peut être un arbre à chat, ça peut être des plateformes qu'on va accrocher sur le mur. On refait la déco de sa maison avant l'arrivée du chat, en fait. L'idéal, c'est ça. Parce qu'après, sinon, nous, on a beaucoup de gens qui nous appellent, qui nous disent « Oui, on vient d'adopter un chaton, il nous a ravagé la maison. Oui, mais vous avez mis quoi en place ? Rien. Ah, bon, voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on met en place pour éviter que le chat ravage la maison ? Parce qu'il n'y a pas que les chatons, d'ailleurs, qui ravagent les maisons parfois. Effectivement, c'est pour ça qu'il faut vraiment partir du principe que le chat, il a besoin de combler des besoins naturels. Donc, effectivement, bien entendu, les besoins d'élimination, parce qu'à la différence d'un chien, le chat, on ne va pas le sortir pour qu'il fasse pipi. Donc, une bonne litière, effectivement, un grand bac à litière avec un bon substrat ultra-agglomérant, bien placé. C'est quoi bien placé ? Pas dans un placard, parce que souvent c'est ce qu'on a le tendance à faire. Parce que le bien placé pour nous, êtres humains, c'est le plus loin possible de nos yeux.
dans un Alors, petit recoin, mais est-ce que ça correspond au bien placé pour un chat? C'est pas sûr. Non, c'est pas ça. Alors, l'idéal, c'est pas au milieu du salon, je rassure nos auditeurs et nos auditrices. C'est bien, merci beaucoup, Johanna. Mais ça va être dans un endroit, en fait, relativement ouvert. Quand le chat élimine, en fait, il est vulnérable, donc il va avoir besoin de pouvoir contrôler son environnement. Donc, l'idéal, ça va être dans un endroit, en fait, fréquenté par le chat, parce que c'est pareil, l'autre erreur, c'est de le mettre au fond du garage, inaccessible au chat, pareil. Même avec des panneaux indicateurs, ça marche pas. Ouais, non, on a essayé, mais ça n'a pas marché. On travaille sur la question pour dresser les chats, mais ça marche pas pour le moment. Donc voilà, l'idéal c'est vraiment un endroit assez ouvert, assez tranquille. Donc pourquoi pas un coin du salon, derrière le canapé, pourquoi pas. Mais voilà, quand même un endroit assez ouvert pour le chat. Donc ça c'est le point litière. Après il y a le point hauteur qui est vraiment important, des griffoirs bien placés, pareil. Donc les griffoirs, pareil, on a tendance à prendre les petits griffoirs en carton qu'on met dans un coin du salon. Ils sont pas utilisés par le chat pour deux raisons. Ils sont mal placés parce qu'ils sont dans un coin. Les griffoirs, le chat fait ses griffes. Oui, mais attendez, Johanna, si on vous écoute, on est en train de mettre la litière au milieu du salon et les griffoirs. Donc en fait, le salon se transforme en chatterie. Et nous, on se met où dans tout ça? Vous voyez, il faut quand même cohabiter harmonieusement. Évidemment. Après, tout dépend de votre intérieur. Moi, personnellement, j'ai 3 chats. Mais j'ai 4 litières. J'en ai 2 au garage, j'en ai une dans mon bureau et j'en ai une dans mon salon. D'accord. Et je fais en sorte, finalement, elles ne sont pas en plein milieu du salon, elles sont dans des endroits assez discrets. On peut mettre un paravent devant, c'est possible, pour avoir une meilleure vue éventuellement. Et les griffoirs, effectivement, si on met un bon arbre à chat bien placé dans bien placé, c'est plutôt près des fenêtres? Près des fenêtres, dans le lieu de vie. Souvent, c'est pareil. On a tendance à mettre l'arbre à chat dans la pièce du chat, par exemple. Sauf que s'il ne se passe rien dans la pièce du chat, ça n'a pas d'intérêt pour le chat, il ne va jamais y aller. Donc oui, effectivement, dans le lieu de vie, l'idéal, c'est que le chat puisse voir à l'extérieur. Si on a une fenêtre, on peut le mettre à côté de la fenêtre, ça lui fait un peu le Netflix. Je vois ce qui se passe dans la maison et j'ai aussi mes petites activités de l'extérieur. Voilà. Les griffoirs près des zones de repos et dans les lieux de passage, mais ça peut être par exemple mettre un griffoir mural dans un couloir. Ça peut très très bien fonctionner. C'est pas forcément prendre l'énorme griffoir, encore une fois, et le mettre au milieu du salon. Restez avec nous, Johanna, parce que alors, on a bien compris que tes conseils étaient nombreux pour préparer l'intérieur avant l'arrivée du chat. Catherine Collignon, restez avec nous également. On marque une courte pause et on se retrouve dans quelques minutes. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio, vos animaux et vous. Ce matin, dans Vos animaux et vous, à l'occasion des journées portes ouvertes de la SPA, nous allons essayer de vous donner, ou nous allons continuer à vous donner plutôt des conseils pratiques pour accueillir au mieux un animal de refuge, en compagnie de 2 expertes, Catherine Collignon, spécialiste du comportement canin, et Johanna Lagari, qui est, elle, spécialiste du comportement félin. Avec vous, Johanna, on était en train de lister tous les aménagements nécessaires avant d'accueillir un chat. Donc, on a parlé des litières, des griffoirs. Il y a d'autres petites choses à prévoir également avant l'arrivée ? Alors, l'idéal, si on a un chat qui ne sort pas, surtout si on a un chat qui a plus de 6 mois, c'est lui proposer un bol ludique. Parce que ça va lui apporter beaucoup d'occupation. Le chat mange une quinzaine de fois par jour. Préciser ce qu'est un bol ludique pour nos auditeurs. Tout à fait. Le bol ludique, en fait, on appelle ça souvent des bols anti-gloutons. En gros, c'est un bol où les croquettes vont être inaccessibles au chat avec sa gueule uniquement. Il va être obligé d'utiliser ses pattes pour sortir les croquettes et pouvoir les manger au fur et à mesure. Donc ça va ralentir sa prise alimentaire, mais surtout l'intérêt, c'est que ça va l'occuper. Et ça va l'obliger à utiliser sa tête et ses pattes. Et étant donné qu'un chat mange une quinzaine de fois par jour, au niveau du budget temps et occupation, ça permet de focaliser le chat sur des activités canalisées. Ça évite qu'il ait plein d'énergie à dépenser ailleurs. Et s'il y a un problème qui survient, au bout de quelques jours, on se rend compte par exemple que le chat ne fait pas dans sa litière, qu'il est mal propre, c'est un problème assez fréquent quand même. Comment doit-on réagir ? Alors, la première chose à faire, c'est d'aller voir un vétérinaire. Surtout en matière de... À partir du moment où un chat présente un problème de comportement, la première chose à faire pour n'importe quel problème de comportement, c'est d'abord de consulter un vétérinaire. Si le vétérinaire dit qu'il n'y a rien, il faut aller voir il faut appeler un intervenant en comportement pour qu'on puisse bien analyser le problème. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un peu d'anxiété, ça peut être que le secteur litière n'est pas adapté. Il peut y avoir plein de choses. Donc là, pour le coup, donc il ne faut pas laisser traîner, ça ne va pas forcément se résoudre tout seul.
Ça ne se résoudra pas tout seul. Si le chat n'utilise pas sa litière, c'est qu'il y a un problème. Il ne faut pas punir le chat. Ça ne réglera pas le souci. Si le chat n'utilise pas sa litière, c'est qu'il y a un problème. Donc, il faut régler ce problème et c'est ça qui améliorera la situation. Sinon, de punir le chat, ça va continuer à le faire monter en anxiété. Évidemment, ça va le stresser davantage. On va reprendre une nouvelle auditrice au standard de Sud Radio et c'est Catherine qui est avec nous. Bonjour Catherine. Oui, bonjour. Bonjour Natacha, bonjour à tous les Catherine. auditeurs. Vous avez un lévrier, Catherine, c'est bien ça? Oui, j'ai récupéré un lévrier d'Espagne. Oui. Voilà, et j'ai eu des gros soucis. Et bon, après, je vous expliquerai ce que j'ai en plus. Donc, j'ai mis presque 3 ans à le faire obéir pour pas qu'il se sauve. Donc, j'ai trouvé la solution d'avoir toujours à manger. D'accord. Bon, maintenant, il a compris qu'il avait à manger, mais je ne peux pas le promener sans la laisse. D'accord. Ça tombe bien, on a Catherine Collignon qui est avec nous ce matin. Elle va peut-être avoir des solutions à vous proposer. Oui, bah oui. Catherine. En fait, quand vous dites que vous ne pouvez pas le lâcher, parce qu'après 3 ans, c'est parce que il se sauve, il court après les chats, il court après quelque chose, ou il part et puis... Oui, c'est dès qu'il voit, admettons, je suis à la campagne, alors s'il voit un lièvre, un lapin... c'est autre chose. C'est pour ça que je vous posais la question, parce que soit on lâche son chien, il part, donc là c'est un problème relationnel, soit il voit un gibier, il part après le gibier. Comme vous avez je me suis doutée qu'il y avait peut-être un problème de gibier. Oui, c'est ça, et impossible de... Après, c'est un lévrier quand même, donc c'est un peu dans ses gènes. Oui. Oui, c'est sûr, mais bon, j'aimerais bien un peu le lâcher, mais c'est impossible. C'est impossible. Si vous avez un chien qui chasse, en fait, le lévrier, comme tous les chiens qui chassent, on peut les lâcher. Après, c'est un gros travail pour que le chien puisse chasser, mais reste avec son maître. Mais vous ne l'empêcherez jamais de chasser. Ça, par contre, c'est illusoire. Dès qu'il voit quelque chose, il a les oreilles qui se redressent, et là, c'est terminé. Hein. Je ne peux plus même tenir en laisse, c'est difficile, parce qu'il a une de ses forces. Il paraît tout fin, mais ils sont très costauds. Déjà, ça a été très compliqué, malgré qu'on a un grand jardin, on va dire. Mais il n'est pas complètement coaché partout. Alors, je regarde tout le temps ses oreilles pour voir s'il a l'affût. Voilà. Mais après, c'est vrai que si... Il a un fort instinct de chasse, en fait. Ah oui. Ouais. Alors, concrètement, Catherine, j'imagine qu'il n'y a pas la solution efficace à 100%, mais est-ce qu'on peut apporter une petite voie d'amélioration à notre auditrice? On peut toujours améliorer, sauf que effectivement, comme j'ai dit, on ne peut pas enlever l'instinct de chasse. Alors après, je ne sais pas d'où vient ce chien, et peut-être que l'instinct de chasse est extrêmement développé chez lui. Donc du coup, cette activité va prendre toute la place, et il va peut-être chercher même quand il n'y a pas de gibier. Parce qu'il y a 2 choses, c'est soit le chien ne chasse pas quand il n'y a pas de gibier, donc on peut le lâcher, le promener, et là on n'a aucun problème. Soit on a un chien qui se déclenche quand il voit un gibier, soit on a un chien qui, même s'il n'y a pas de gibier, il le cherche. Et donc du coup, il cherche cherche. Est-ce que c'est votre cas, Catherine? Est-ce qu'il cherche partout, même quand il n'y a pas de gibier en apparence? Non, c'est dès qu'il voit quelque chose. D'accord. D'accord, donc éventuellement vous pouvez le promener dans des lieux où il n'y a pas de gibier, le chien est avec vous, est réceptif à vous. On est à la campagne. On est à la campagne. Oui, parce que le gibier pour lui ça peut être un chat, ça peut être un oiseau, ça peut être plein de choses, non? Oui, tout ce qui bouge en fait. D'accord. Oui, après c'est pas spécifique lévrier, moi j'ai un chien qui chasse, mais après vous expliquer comment faire, honnêtement ça devient compliqué parce qu'il faut un excellent rappel, donc ça se travaille au quotidien, et après il faut apprendre au chien à chasser, mais libre, mais à rester toujours dans un périmètre, c'est-à-dire que le chien apprend à ne jamais s'éloigner suffisamment pour vous perdre en fait. Donc il a un périmètre, mais il est autorisé à chasser. Le problème du lévrier, c'est qu'au niveau, après il y a des chiens, c'est pareil, vous prenez un pointer, ça démarre et ça va très vite et c'est très rapide, donc ça veut parcourir des mètres et des mètres en quelques secondes. Donc ça, le problématique, c'est que c'est aussi souvent le maître qui a tellement peur qu'il n'ose plus lâcher son chien en fait et même plus tenter l'expérience.
et trouve, là vous avez trouvé l'accessoire friandise pour pas qu'il se sauve, mais il se peut très bien que la friandise n'ait aucune valeur si un lapin de toute façon détale devant son nez. Oui, c'est pour ça que là on a un grand jardin, puisqu'il leur faut des grands jardins. D'un côté c'est clôturé sur 2 mètres, mais il y a un endroit où on ne peut pas, mais c'est compliqué quoi, parce que là il reste parce que il va faire un grand tour et court comme un fou, et je le lâche souvent avant de manger. Comme ça, il court et après il rentre à la maison parce qu'il sait qu'il y a à manger. Il n'y a que comme ça que je lui ai appris à... Après, il lui faut sa dépense. En fait, il y a plein de chiens aussi qui cherchent que c'est un moyen aussi pour eux d'évacuer ce qu'ils ont besoin d'évacuer physiquement. Et psychologiquement aussi, plus bon ça déclenche puisqu'il y a l'instinct, mais le chien, les lévriers ont besoin de courir, c'est un besoin en fait physique et psychologique. Donc finalement, si je dois résumer, parce que malheureusement le temps est un petit peu compté, mais la solution peut-être pour Catherine serait de bien clôturer son jardin et de faire en sorte que son chien puisse s'ébattre le plus possible au sein du jardin, donc en sécurité. Oui, et utiliser la friandise pour le rappel, et que ça soit une conséquence, la friandise, et pas un moyen de contrôler le chien. Eh bien, merci en tout cas, Catherine, notre auditrice, pour son témoignage. Et merci à mes 2 premières invitées, Catherine Collignon d'un côté et puis Johanna Lagarigue de l'autre. Merci à vous 2 pour ces conseils précieux et soyez nombreux à vous rendre en refuge ce week-end pour aller adopter des animaux, mais de manière, on l'a bien compris, totalement responsable. Bon, merci de m'avoir invité. À très bientôt. À très bientôt. Allez, changement total. Au revoir. Changement total de sujet. Nous allons maintenant nous intéresser à la faune sauvage. Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Et aujourd'hui, on fait une large page sur cette faune sauvage qui nous intéresse et à laquelle on s'intéresse régulièrement dans cette émission. J'ai le plaisir de recevoir Sabrina Krief. Bonjour Sabrina. Sabrina, merci d'être avec nous ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Vous êtes docteur vétérinaire, vous êtes primatologue et vous êtes plus spécifiquement spécialiste des chimpanzés. Vous travaillez pour le compte du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Mais bien sûr, vous vous rendez très régulièrement en Afrique et notamment en Ouganda pour aller étudier ces animaux. Alors avant que vous nous parliez de ces grands singes qui sont fascinants et qui vous passionnent depuis de nombreuses années, j'aimerais que vous nous expliquiez un petit peu votre parcours et votre passion pour ces animaux. D'où vient-elle? Comment est-ce que tout cela est né? Alors, ça a commencé en fait avec une rencontre à la fin de mes études vétérinaires, au cours de la dernière année, où on doit choisir entre chiens, chats, chevaux, etc. Et où j'ai décidé de faire une option libre et monter un projet pour aller à la rencontre des grands singes, initialement des orang-outans. Ça n'a pas pu se faire. Donc finalement, je suis partie au sein d'une association, Help Congo, qui récupère des chimpanzés orphelins. Et cette année-là, ils avaient décidé d'essayer de les remettre en milieu naturel, de tenter l'expérience, de voir s'ils pouvaient survivre. Et donc, je suis arrivée là pour 6 mois. J'ai rencontré ces chimpanzés. D'abord sur une île, et puis ensuite, j'ai pu les suivre pendant 6 mois. Et la question était, est-ce qu'ils vont pouvoir survivre, mais aussi est-ce qu'ils vont trouver leur alimentation tout seuls? Et assez rapidement, en fait, des questions de recherche sont apparues et surtout cette incroyable comportement et cette fascinante vie des chimpanzés qui m'ont complètement happée. Et donc j'ai décidé de poursuivre dans la voie de la recherche en développant certaines des questions qui ont surgi très rapidement en fait. Quand on parle des grands singes, il y a combien d'espèces au total de grands singes? Alors, si on exclut les humains, parce que nous sommes des primates, nous sommes des grands singes. Vous faites bien de faire cette introduction, effectivement. Donc, il existe 7 espèces de grands singes non humains, 2 espèces de chimpanzés, donc le chimpanzé commun sur lequel je travaille et le bonobo, 2 espèces de gorilles, le gorille de l'Est et le gorille de l'Ouest, donc ces 4 espèces vivent en Afrique, et 3 espèces d'orang-outans en Asie du Sud-Est, donc à Bornéo et à Sumatra. Voilà, donc 8 avec nous. Ce sont des animaux absolument fascinants, et ils nous fascinent pourquoi? Parce qu'ils sont proches de nous, ou nous sommes proches d'eux d'ailleurs, je ne sais pas dans quel sens il faut voir les choses. Ils sont extrêmement intelligents, surprenants même parfois.
Alors, je pense souvent que même, déjà un premier contact, quand on a la chance de les croiser en milieu naturel, simplement par le regard, fait ressentir et comprendre cette proximité. Ensuite, évidemment, cette proximité, elle est absolument incroyable, tout particulièrement chez les chimpanzés, hein, quand on pense que si on se met à la place des chimpanzés, nous sommes plus proches d'eux qu'ils ne le sont des gorilles. Donc génétiquement, il y a vraiment quelque chose qui fait que forcément notre histoire commune, notre passé commun fait qu'on se comprend, qu'on comprend les émotions qu'un chimpanzé exprime par ses mimiques faciales, par ses postures, par son comportement. Et puis tout ce qu'on peut découvrir au fur et à mesure, tout ce qu'on sait déjà, mais tout ce qu'on peut découvrir quand on les étudie fait que oui, c'est complètement fascinant. Dans quel coin trouve-t-on des chimpanzés en milieu naturel, évidemment? Alors, en Afrique, dans 21 pays, ce qui est absolument inquiétant aujourd'hui, c'est que 21 pays, ça peut sembler énorme. Ça peut sembler beaucoup, voilà, mais en réalité, ce sont quelques zones simplement à chaque fois. C'est un habitat complètement fragmenté, parce que les chimpanzés ont besoin de forêts tropicales, donc d'arbres avec des fruits. Ils sont principalement frugivores, même s'ils mangent des feuilles, des écorces, des tiges. Leur alimentation de base, ce sont des fruits et des fruits d'arbres tropicaux. Donc parfois, ils sont dans des environnements plutôt de type savane, mais c'est toujours la présence d'arbres avec des fruits qui va faire qu'ils peuvent survivre et subsister. D'où le fait que leur habitat est fragmenté, parce que cette forêt tropicale est extrêmement menacée, de plus en plus. Et donc, aujourd'hui, ces 21 pays portent entre quelques centaines, voire quelques milliers de chimpanzés, mais au total, ce n'est que 200 000 individus, 200 à 300 000 individus qui existent encore sur notre planète. Par rapport à il y a 10 ans, 20 ans, comment évolue ce chiffre en fait? Alors c'est difficile à estimer parce que évidemment ce sont en plus des pays difficiles d'accès. Le comptage est compliqué parce qu'ils ont extrêmement peur des humains, ils sont très craintifs, donc on compte des nids et ensuite on extrapole. Et évidemment on ne peut pas faire ça de façon contemporaine dans tous les endroits. On estime que 70% des populations de chimpanzés et de grands singes en général ont disparu au cours des 50 dernières années. Les 50 dernières années, c'est... Ce qui est colossal, parce que c'est une disparition extrêmement rapide pour des animaux qui ont certainement des capacités d'adaptation plutôt bonnes, voire hors normes. Oui, exactement. En fait, c'est un de mes sujets de recherche. Et on voit que jusqu'à un certain taux de dégradation vraiment très important, ils sont quand même capables de s'adapter. Et donc, ça veut vraiment dire que là, les menaces sont très très fortes. Les menaces, c'est évidemment la perte d'habitat, mais aussi le braconnage et les maladies. Et donc, tout ça s'accentue puisque quand la déforestation a lieu, soit pour se procurer du bois, soit pour l'agriculture qui petit à petit remplace la forêt, et ça c'est vraiment aujourd'hui la menace principale, on ouvre des routes qui fragmentent l'habitat, qui permettent aux braconniers d'arriver et de prendre de la viande de brousse, donc de pouvoir revendre soit la viande, soit les bébés orphelins, puisque à ce moment-là les parents sont tués, les bébés sont récupérés, d'où l'existence de sanctuaires qui récupèrent ces jeunes chimpanzés orphelins. Mais même si donc ma première expérience à leur contact m'a permis de voir qu'ils étaient capables de s'adapter, aujourd'hui c'est absolument pas une solution vu qu'il n'y a plus d'habitat pour les relâcher. Donc les seuls habitats qui restent disponibles, s'il y a des chimpanzés, tant mieux, donc c'est là qu'il faut les protéger, mais s'il n'y a plus de chimpanzés, ça veut dire que les menaces sont très importantes et donc il serait dangereux de vouloir relâcher les chimpanzés à ces endroits. Restez avec nous Sabrina Krief, on va marquer à nouveau une courte pause et on se retrouve d'ici quelques minutes pour que vous nous expliquiez justement tous ces travaux que vous menez sur ces animaux fascinants. Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans présente. Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Une invitée exceptionnelle cette semaine dans notre séquence à l'état sauvage. Sabrina Krief est avec nous, elle est vétérinaire, elle est primatologue et spécialiste des chimpanzés. Sabrina, on l'a bien compris, ces animaux vous fascinent depuis de nombreuses années, vous les étudiez beaucoup. Quels sont les domaines d'études sur lesquels vous travaillez autour de ces animaux ? Alors la première partie de mes recherches, en fait, c'est consacrée à la question de l'automédication. Donc étant vétérinaire de formation, ça m'a intéressé de savoir si les chimpanzés orphelins qui se retrouvaient en milieu naturel consommaient des plantes pour s'alimenter, ou bien si certaines, comme le laissaient suggérer les assistants avec lesquels je travaillais, donc qui connaissaient les plantes de leur forêt, pouvaient avoir des vertus médicinales. Ça veut dire que
vous avez soupçonné à un moment donné, au début de ces travaux, qu'ils étaient capables de sélectionner des plantes parce qu'ils en connaissaient, entre guillemets, l'usage. Mais en fait, je suis arrivée complètement naïve, ne connaissant pas les chimpanzés. Évidemment, j'ai fait l'école vétérinaire d'Alfort. Oui, il y a peu de chimpanzés, voilà. Je vous confirme. et donc, je me suis rendu compte que les chimpanzés mangeaient, ces chimpanzés orphelins, vraiment un nombre très important de plantes. Et les assistants congolais m'ont dit, mais ces plantes-là, on les connaît bien parce qu'au village, on les utilise en médecine traditionnelle pour soigner les rhumes, les diarrhées, etc. Donc, ma question, c'était est-ce que ces chimpanzés le font par hasard, par erreur, ou bien est-ce que peut-être c'est un comportement qui existe aussi en milieu naturel? Donc j'ai d'abord travaillé avec ces premiers chimpanzés. Ça m'a laissé penser qu'ils avaient quand même sélectionné certaines plantes qui avaient vraiment des propriétés intéressantes. Et par la suite, donc, quand j'ai commencé à travailler en Ouganda sur les chimpanzés sauvages cette fois-ci, j'ai pu essayer d'associer l'état de santé, donc essayer par le biais d'indices indirects, c'est-à-dire les urines, les crottes, puisque à ce moment-là, on ne pouvait pas les toucher, faire de palpations ou de prise de sang, etc. On garde 10 mètres de distance avec eux. Donc par ces indices, savoir si quand les chimpanzés étaient malades, ils utilisaient des choses différentes de ceux qui étaient sains. Et là, j'ai pu mettre à jour en fait des plantes avec des molécules intéressantes, à la fois pour les chimpanzés mais aussi pour les humains. Donc des vertus antiparasitaires, certaines plantes avec des activités contre le paludisme, d'autres contre les vers intestinaux, et tout ça aussi médié par le fait que ces chimpanzés-là avaient un comportement particulier, c'est-à-dire qu'ils allaient écorcer avec beaucoup d'efforts un gros arbre pour ensuite mastiquer longuement ses écorces. Et ils se donnaient du mal pour obtenir un résultat. Un résultat qui, a priori, n'était pas calorique, puisque, comme on disait au départ, ils aiment les fruits, et c'est ça qui apporte l'énergie. Donc, si on passe du temps à essayer de récupérer quelque chose qui n'apporte pas beaucoup, non seulement de récompenses gustatives, parce que souvent c'est très amer ou très astringent, et en plus pas de calories, il y a peut-être une autre raison derrière. Et donc, en récoltant ces plantes, en faisant l'analyse chimique puis biologique, en testant sur différentes cibles humaines, cette fois-ci, des parasites humains, en se disant que ça pouvait aussi bénéficier à la médecine humaine et comme chimpanzés et humains sont proches, marcher aussi chez les chimpanzés, on a mis à jour ces propriétés. Donc ça, c'est un de mes premiers actes de recherche. Et comment ont-ils acquis cette connaissance? Est-ce que c'est une transmission de génération en génération? Alors c'est ça qui est aussi extrêmement intéressant, c'est qu'effectivement, on pense qu'il y a une part d'apprentissage individuel, c'est-à-dire le chimpanzé malade goûte quelque chose qui peut lui être suggéré par la consommation d'un congénère, mais c'est le bienfait qu'il ressent lui-même qui va lui permettre de renforcer cette consommation, et la prochaine fois qu'il ressentira les mêmes symptômes, peut-être aller chercher la même plante. Donc par exemple, il a mal à la gorge, il mange une écorce, ça apaise la douleur, donc la prochaine fois il va... Voilà, donc il y a cette partie d'apprentissage individuel et une partie d'apprentissage social, que ça on a pu mettre en évidence par nos recherches. C'est-à-dire qu'en observant des individus, donc on a vu que c'était entre 25 et 35 ans que le chimpanzé était le meilleur modèle. Ça peut être un mâle. Ça vit combien de temps un chimpanzé dans la nature? En fait, les âges de la vie des chimpanzés sont très proches de ceux des humains. Donc ça vit entre 50 et 60 ans, voire 70 ou 80 ans en captivité quand vraiment il n'y a aucune menace. Un chimpanzé est adolescent jusqu'à 15 ans, adulte ensuite. Les femelles ont une gestation de 8 mois. Il y a beaucoup de similarités. Exactement, c'est assez facile ça. Et donc ce chimpanzé entre 25 et 35 ans, mâle ou femelle, donc c'est pas uniquement les jeunes qui apprennent de leur mère, c'est n'importe quel individu qui apprend d'un individu modèle dans la force de l'âge, sont ceux qui sont l'objet de la plus grande curiosité des chimpanzés. Et ensuite il y a effectivement une transmission, donc à la fois au sein du groupe, mais ensuite de génération en génération, ce qui fait qu'on définit des cultures, des comportements culturels. Ce qui fait la culture animale, en fait, c'est le fait que c'est un comportement qui ne dépend pas de la génétique et pas de l'environnement. C'est-à-dire que deux groupes voisins ne vont pas forcément utiliser les mêmes plantes, alors que ils partagent des gènes. Et qu'ils ont à disposition exactement les mêmes plantes. Donc ça, c'est ce qui nous permet de dire c'est un comportement culturel qui se transmet, qui est normé et qu'on va retrouver chez la plupart des individus du groupe. On comprend pourquoi ils vous fascinent absolument ces animaux. Comment est organisé leur monde, leur société ?
Alors, ils vivent en communauté, multimâle, multifemelle, mais tous les individus ne restent pas ensemble toute la journée. C'est un peu comme les humains. Donc, ils dorment dans des nids et le matin au réveil, ils vont être, mettons, une dizaine d'individus. Puis au cours de la journée, ils vont aller manger des figues avec 4 d'entre eux et se retrouver ensuite au sol pour s'épouiller pendant de longues heures. L'épouillage étant un comportement social, pas juste le fait d'enlever des tiques et des parasites externes, mais vraiment le fait de créer des liens entre individus. Et puis, l'après-midi, ils vont pouvoir être avec une vingtaine d'autres, ce qui rend le suivi comportemental extrêmement compliqué, parce que quand on essaye de suivre un chimpanzé en se disant c'est celui-ci qui m'intéresse parce qu'il semble un petit peu malade, réussir à le suivre, c'est extrêmement compliqué. Donc ça demande un temps qu'on appelle l'habituation, qui peut prendre jusqu'à 10 ans avant qu'un groupe vous accepte. En Ouganda, c'est d'autant plus facile que les chimpanzés ne sont pas chassés pour leur viande, ils ne sont pas braconnés à dessein. Et donc, ça fait qu'ils acceptent la présence des humains après des contacts répétés, donc au bout de 10 à 15 ans. Mais il y a des endroits en Afrique, voilà, extrêmement patient, humble, accepter de passer des heures, des jours, des années sans forcément de résultats. Donc ils savent que vous êtes là. Voilà, exactement. Et donc ça m'amène. Vous n'allez jamais au contact direct. Non, on garde ces 10 mètres de distance. Voilà. Et donc ça m'amène à la deuxième partie, puisque j'ai d'abord travaillé sur un groupe qui était déjà habitué par l'équipe d'Harvard, et puis ensuite on a habitué avec donc mon mari qui est photographe un nouveau groupe qui lui n'avait jamais été en contact avec les humains. Et donc pendant cette période-là, en fait, on ne pouvait pas les approcher, mais on a choisi un site particulier qui est soumis à beaucoup de menaces. Et donc, on a utilisé des indices indirects pour savoir où ils étaient, quelles étaient les menaces qui pesaient sur eux et s'ils étaient capables de s'adapter à ces menaces. Et si oui, comment? Donc, la zone où on est entourée de zones agricoles, d'une route bitumée avec beaucoup de trafic. Et il y a du braconnage, mais du braconnage qui vise du petit gibier, dans lesquels les chimpanzés sont des collets, donc se prennent les pieds et les mains. Donc on a aujourd'hui bien habitué ce groupe, qui est composé d'une centaine d'individus, et 30% d'entre eux ont des pieds ou des mains amputées à cause des pièges. Et on a découvert que entre 25 et 30% aussi ont des malformations faciales. Donc ça, c'est vraiment le nouvel axe de mes travaux, c'est essayer de comprendre. Et a priori, ce sont les femelles, quand elles vont dans les champs voisins, chaparder du maïs, elles exposent en fait leur fœtus à des pesticides, notamment les fameux néonicotinoïdes dont on parle beaucoup ici, qui enrobent en fait les graines de maïs qui sont plantées, mais aussi, donc ça on a pu le mettre à jour très récemment grâce en collectant les poils des chimpanzés dans leur nid, il y a jusqu'à 45 pesticides différents dans un même chimpanzé, donc dans un poil de chimpanzé qui pousse en quelques mois. On a mis en évidence un cocktail chimique vraiment impressionnant. Et donc notre travail aujourd'hui... C'est pas très rassurant tout ce que vous nous dites là. Non, c'est pas rassurant et les chimpanzés en fait sont des sentinelles de notre santé. C'est cette approche qu'on appelle la santé globale, c'est-à-dire que si les chimpanzés sont malades et subissent de telle sorte les pesticides sur leur santé, ça veut dire que les humains qui vivent à proximité peuvent aussi avoir les mêmes maladies, les mêmes symptômes, et que la santé de l'environnement est aussi très, très impactée. Donc il ne s'agit pas juste de mettre ça en évidence, il s'agit de trouver des solutions. Et donc aujourd'hui, on travaille avec les villageois qui jouxtent le parc pour essayer de passer à une agriculture bio. Donc une agriculture bio du maïs, mais aussi du thé, parce qu'il y a beaucoup de thé dans la zone où on est. Et donc ce passage vers une agriculture bio et éco-responsable a aussi un effet sur les consommateurs, et nous sommes les consommateurs de ce thé. Donc voilà, on se rend compte à quel point tout est extrêmement lié. Sabrina, merci vraiment, c'est trop court, pourtant on a rallongé la séquence pour vous, mais c'est vraiment trop court tellement il y a à dire. Alors depuis le début de l'émission, il fait un peu chaud dans le studio, mais j'ai rajouté ce t-shirt que vous m'avez gentiment offert. Ce t-shirt, il sera porté et on peut aussi l'acheter pour préserver les chimpanzés. Expliquez-nous ça rapidement. Alors en fait, c'est une course je vous le montre, je pousse mon micro 2 secondes. Voilà. Qu'on organise pour soutenir les chimpanzés le 12 juin dans le bois de Vincennes, donc c'est 10 km. Et donc les bénéfices qui sont issus de la course et de l'achat des t-shirts vont directement
justement à la lutte anti-braconnage, donc pour enlever ces fameux collets qui mutilent les chimpanzés. Et on peut aussi simplement acheter le t-shirt si on ne se sent pas de courir les 10 km dans le bois de Vincennes. On mettra évidemment les coordonnées sur nos réseaux sociaux. Merci infiniment Sabrina Krief. Vous êtes la bienvenue quand vous voulez dans cette émission pour nous parler des chimpanzés ou d'autres sujets en lien avec la faune sauvage. Merci à vous pour votre fidélité. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver dès samedi prochain. Allez, restez bien sûr à l'écoute de Sud Radio. Ciao. Sud Radio, vos animaux. Avec Animalis, l'expert du bien-être et de la santé de vos animaux depuis 20 ans.